Je me suis agitée beaucoup. Et puis à un moment, je- j'ai baissé les armes et je me suis dit, en fait, on va écouter en fait comment ça marche. Et puis finalement, c'est moi l'étrangère ici, donc c'est pas à moi de leur dire ce qu'ils ont à faire, c'est plutôt de voir qu'est-ce que je peux apporter et où je peux me placer pour comprendre les enjeux et apporter une vraie compétence, quoi. C'est pas moi qui sais, c'est comment on travaille ensemble. Moi, je travaille jusqu'à minuit, 1 heure du matin en connexion avec euh, les clients marocains. On est tout le temps disponible, soir et week-end. C'est normal. Franchement, je vais être honnête, j'ai pleuré. J'ai pleuré le deuxième jour. En fait, je pensais pas. J'ai dit que je parlais pas arabe. Je me suis mise tout de suite à prendre des cours de Dalija, vraiment. Mais tout le monde parlait en arabe. Et normal, hein, vous allez me dire. Mais en fait, moi, les entretiens, je les ai tous passés en français. J'ai dit que j'étais française, que je connaissais pas la langue. Et ils m'ont dit, OK, il y a aucun problème. Les gens sont hyper humains. Et du coup, comme le perso pro, pas vraiment de différence, les rencontres sont très vraies. Donc j'ai vécu des moments très puissants humainement. Alors vraiment qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai vécu en France. J'ai l'impression d'avoir passé 20 ans au Maroc d'un point de vue intensité. Salut Hortense, bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Ça me fait plaisir de te recevoir sur la chaîne. Moi aussi, je suis ravie. J'aime bien commencer mes interviews en te demandant c'est quoi ton premier souvenir du Maroc ou la première image que tu as du Maroc avant de venir t'y installer. Avant de venir, Ouais. c'est assez drôle parce que c'est aux antipodes de ce qu'on m'a toujours dit. En fait, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai associé le Maroc à un genre de Dubaï. Une ville hyper moderne et un peu en plein désert, en fait. Parce que j'avais des images de Casa, tout simplement. Et du coup, ouais, je pensais que c'était bien plus moderne que ça ne l'est en réalité. Donc, quand je suis arrivée, je me suis laissée porter par le lieu. Mais j'avoue qu'au début, voilà, j'avais cette image-là, je ne sais pas pourquoi, une sorte de Dubaï ultra moderne. Et tu m'as dit ça fait 7 ans que tu es au Maroc. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Comment l'aventure a commencé? Alors, en fait, c'est une opportunité, tout simplement, c'est des rencontres. Moi, en fait, j'étais à une période de ma vie où j'avais vraiment envie de m'expatrier. Je voulais partir de la France, absolument. C'était mon objectif. J'en avais marre, et du coup, je m'étais dit: «Voilà, l'opportunité, d'aller en dehors». Franchement, je savais pas où, et puis j'ai fait une rencontre et cette personne allait au Maroc et je me suis dit: «Pourquoi pas?» Donc j'y suis allée sans connaître le Maroc. Et t'étais où en France? Quelle région? Alors à la base, moi, je suis plutôt de l'Ouest et en fait, là, à ce moment-là, j'étais à Paris. Donc je suis passée je travaillais à La Défense dans des grosses boîtes avec mon RER et tout, à direct, paf, le Maroc, Rabat et à bosser à Casa. Donc j'ai fait un grand écart, de ouf, vraiment. Et tu travaillais à Casa pour démarrer et tu vivais à Rabat Oui, en fait, alors j'ai commencé en tant que consultante au départ. Je pensais que j'avais plein de trucs à apporter, au Maroc. Donc je suis arrivée avec pleine d'ambition en me disant: «Voilà, avec, mon bagage, marketing com, je vais proposer plein de nouvelles choses, je vais peut-être former des gens», enfin j'avais plein d'ambition. Et puis je me suis rendu compte que le consulting était pas évident. Donc j'ai fait une première année, à Rabat, en tant que consultante. Mais mes clients étaient à Casa. Franchement, j'ai eu du mal à percer à Rabat réellement. Et du coup, après, j'ai été salariée, à Casa aussi. Donc pendant 6 ans, j'ai fait des allers-retours, tous les jours, Rabat-Casa. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas choisi de t'installer à Casa et que tu étais resté à Rabat? Franchement, Rabat, c'est génial. Non, j'adore Rabat. En fait, l'ambiance n'est pas du tout pareille. Alors après, ce qui change aussi, j'ai eu 2 enfants, ici, au Maroc et la qualité de vie à Rabat est pas du tout la même qu'à Casa, clairement. Alors c'est très fun Casa, hein. Moi, j'adore y aller, j'adore sortir, j'adore, m'imprégner des rues et de l'ambiance. Mais franchement, Rabat, il y a tout. Il y a tout. Enfin, c'est à la fois, il y a la mer, certes, mais il y a aussi toutes ces grandes avenues. Il y a l'ambiance traditionnelle en Médina. Il y a tous ces, comment dire, des choses un peu plus européennes, enfin qu'on a l'habitude de retrouver. Donc, on retrouve les parcs, on retrouve. C'est plus aéré, c'est plus agréable. J'ai jamais plus. En fait, moi, j'ai identifié. Je vis à Rabat et je travaille à Casa. Pour moi, c'est deux espaces différents. Ouais, c'est un bon compromis et ils sont pas loin l'un de l'autre.
Oui, en plus, ça se fait très bien. Bon, alors au début, j'ai vraiment galéré parce que je prenais un taxi pour m'emmener à la gare, le train, puis un taxi. Donc je faisais 2 heures aller, 2 heures retour. Donc j'avais 4 heures de transport par jour. Donc je passais du RER à ce genre de transport. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que moi, je sais pas, j'ai la sensation d'être en vacances tout le temps. En fait, c'est la même chose, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi elle part de Paris pour aller vivre ce genre de vie-là? Mais sincèrement, je sais pas, il fait beau tous les jours, on a des palmiers, puis en fait, on a l'impression, on sait que on est là et que c'est bizarre, enfin, de tous les jours, même si ça fait 7 ans, je me dis, c'est trop marrant d'être là quand même. C'est chouette, quoi. Enfin, mon décor est incroyable, je m'y habitue jamais. Donc du coup, je sais pas, il y avait des échanges avec les conducteurs de taxi, puis il y a toujours un truc. Enfin, au Maroc, il y a toujours quelque chose. Donc tous les jours, je sais pas, on se dit, ah bah tiens, je pensais aller au bureau normal et puis je rencontre quelqu'un et puis je sais pas, je m'arrête dans un café et puis il se passe toujours quelque chose. Donc je j'ai pas vu tellement ça comme un trajet routinier. Je m'y suis bien faite. Après, j'ai pris ma voiture et j'ai fait les allers-retours à l'autoroute sans problème. Mes allers-retours, vraiment, j'ai pris l'habitude en fait. Ça n'a pas été un problème. Et pour rester sur Rabat, il y a d'autres avantages aussi par rapport au climat. Donc, certaines villes du Maroc peuvent être difficiles au niveau de la chaleur, comme Mm. Marrakech, ou même le froid dans les montagnes. Ici, on n'a pas ça. On a un bon climat Ouais, toute l'année. ouais, ouais, c'est C'est vrai. aussi un Ouais. avantage. Oui, et puis, alors, je sais pas, on me dit souvent que Rabat est plus humide. Bon, après, je je sais pas, je regarde pas les relevés. Il y a une humidité, certes, mais oui, en fait, on a un climat nickel tout le temps. Là, on est en février, enfin, on est en hiver, on est bien, quoi. Je veux dire, franchement, il fait toujours bon, en fait. Il fait toujours 25 degrés, 25-30, c'est parfait, quoi. Un autre côté de Rabat que j'apprécie, c'est le côté culturel. Hmm. J'ai l'impression que c'est la ville la plus culturelle où il se passe tout le temps des événements, des concerts, des expositions. Il y a des lieux comme ici super sympas. Ouais, non, c'est vrai. C'est ça aussi qui t'a plu ici? Oui, 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 carrément. Alors, je vais pas mentir, au début, quand j'ai eu mes enfants, je peux pas dire que je sortais beaucoup. J'étais plutôt en galère. Mais par contre, c'est vrai que dès que entre en fait l'Institut français par exemple qui fait beaucoup d'événements et puis tout il y a beaucoup de cafés bars un petit peu enfin qui proposent des gens en fait, il y a des c'est plus des, je sais pas si c'est des tests, mais ici j'ai fait des spectacles d'impro par exemple, des concerts. C'est pas forcément des professionnels, mais c'est des gens qui se lancent un peu, des groupes qui ont envie de tenter. Franchement, il y a pas mal de choses à faire. Et puis c'est des endroits qui sont chouettes. Je sais pas comment dire, hein. J'ai pas cette impression à Casa. Alors attention, je vais pas poser des problèmes avec les Kazaouis, mais en fait à Casa, moi j'ai moins de facilité à aller dans ces petites rues. Je sais pas, tout est très condensé. Ici, ce qui est chouette, c'est que bon, c'est le royaume de la voiture, mais on y va. On se gare à côté, on a des lieux qui sont toujours un peu magiques et des ambiances qui sont chouettes. Ouais, j'ai fait des vernissages hyper sympas. J'ai fait beaucoup plus de choses, en fait, je crois, ici, presque qu'à Paris. Alors que, bon, après, c'est peut-être moi, mais à Paris, il y avait beaucoup, beaucoup de choses, mais je savais pas toujours où aller, quoi faire. Là, même la Philharmonie de Rabat fait des super concerts. Enfin, franchement, que ce soit de la musique, du théâtre, des spectacles, il y a pas mal d'offres, ouais. Il y a des nouveaux lieux aussi, comme le nouveau théâtre Oui, qui doit ouvrir ou qui a qui ouvert. doivent, bah, Mais c'est magnifique. il est magnifique, ouais. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Non, non, bah après, on a hâte de voir les programmations, mais pour l'instant, bon, il y a eu tellement de retard que je- là, on ne sait plus quand est-ce qu'il va y avoir une programmation, mais ça va arriver, je pense. Mm. Et tu as parlé d'avoir fait de l'impro. Tu peux nous dire ce que ça t'a apporté? Alors, c'est pas moi hein, qui ai fait l'impro, hein. Ok. Non, non, c'est Ah, tu allais voir? oui, je suis allée voir des spectacles d'impro. Euh, Après, c'est juste parce que j'ai des amis qui ont envie de faire ça. En fait, ce que j'aime bien au Maroc, c'est quand on a envie de faire quelque chose, on peut le faire sans avoir tellement de compétences, enfin de compétences ou un background qui nous permet de le faire. Bah, moi, j'ai vécu avec mes t-shirts, par exemple. En fait, on peut démarrer quelque chose. Je trouve que c'est très facile de lancer une idée, de la concrétiser. Et voilà. Alors, autant dans l'impro, par exemple, si on se dit, je sais pas, j'ai une âme d'artiste, on peut clairement se dire, demain, j'ai envie de monter un spectacle.
quelques rencontres dans un lieu comme ici, par exemple. Ici, moi, j'ai rencontré des gens qui ont écrit un livre parce qu'ils en avaient envie. C'est merveilleux quand même. Qui ont eu envie de monter des pièces, qui ont eu envie de peindre, qui sont devenus des artistes. En fait, je trouve que la facilité de passer de l'idée à la réalisation est beaucoup plus simple. On nous demande beaucoup moins de choses, en fait, qu'en France. On nous demande juste d'essayer. Il y a moins de pression aussi. Oui, Tu te sens plus libre de ouais. tenter, d'essayer. De me planter. Ouais, aussi, hein. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, parce que en fait, il y a peut-être moins d'attentes aussi. En fait, il y a juste une initiative qui est récompensée par des gens qui vont dire ah bah c'est chouette ce que tu fais. Moi, par exemple, je dessine et il y a plein de gens qui me disent ah mais tiens pourquoi t'exposerais pas. Je sais pas, parce qu'à la base, moi, je dessine juste comme ça. Pour moi, je suis pas une grande artiste. Et en fait, on me dit, bon, on s'en fout. Vas-y, essaye, en fait. Et ça, je trouve ça formidable. Vraiment, à tous les niveaux. On peut se tenter. Et il n'y a pas une... Peut-être, je sais pas si c'est qu'il y a moins d'experts, mais en tout cas, les gens sont beaucoup moins durs. Juste le fait d'avoir osé suffit, finalement. Suffit, tout simplement. Oui, il y a une bienveillance aussi. Ouais, Euh. clairement. Et t'es passé donc de Paris à Rabat. Ouais. C'était quoi tes inquiétudes, tes doutes avant de vraiment te sentir à l'aise ici? Alors avant, rien du tout, parce que j'ai plutôt un tempérament à y aller, à foncer, à réfléchir après. Ça m'a pas toujours aidé, mais mais beaucoup. En fait, ça permet de pas trop, intellectualiser, pas trop réfléchir, en fait, d'imaginer des problèmes que peut-être je rencontrerai pas. Donc je me dis: «Bon, j'y vais et puis on verra après». Donc c'est ce que j'ai fait et en fait, quand je suis arrivée là, par contre, j'ai rencontré pas mal de problèmes. Mais le premier, honnêtement, la première année, je pense que je me suis dit: «Je vais faire un infarctus». Pourquoi? Le rythme, le rythme. À Paris, alors déjà, moi, je suis quelqu'un d'un peu speed, mais le rythme, tellement lent. Vraiment, du coup, en fait, on s'excite pour tout le monde, du coup. C'est-à-dire que je suis 2 fois plus, énervée. Je me suis dit: «Il faut que je sais pas, il faut que je fasse en sorte que tout le monde soit au même rythme, en fait. Il faut les bousculer, il faut avancer, c'est pas possible, on va jamais y arriver». Et en fait, bah, soit, clairement, on on fait une crise cardiaque, quoi, soit en fait, on ralentit. Donc j'ai pris plutôt la deuxième option parce que je suis toujours là. Mais en fait, prendre le pas de ralentir, de se dire que les choses vont se faire d'une manière ou d'une autre et que juste il faut prendre son temps. En fait, c'est un vrai cadeau au final. Mais le premier temps, c'est vraiment le plus difficile. Parce qu'en fait, on a la sensation que personne ne comprend les enjeux. C'est-à-dire qu'on se sent un peu seul au milieu de la foule. Moi, j'ai commencé donc consultante et après, je suis rentrée dans une des plus grosses boîtes du Maroc, à un poste à responsabilité, motiver des équipes, motiver des gens qui nous regardent avec, honnêtement, des yeux un peu vitreux en disant OK, mais on sent qu'ils n'ont rien compris et qu'ils font rien. C'est horrible au début. Donc oui, il y a une espèce de nonchalance que je comprenais pas du tout. J'arrivais pas à percevoir. Est-ce que ces gens qui avaient pas envie de travailler, est-ce qu'ils avaient pas compris, est-ce que j'étais pas claire, est-ce que je sais pas, j'étais complètement à côté de la plaque. Je savais pas du tout et j'avais pas de répondant. Donc je me suis agitée beaucoup. Et puis à un moment, bah, j'ai baissé les armes et je me suis dit, bah, en fait, on va écouter, en fait, comment ça marche. Et puis finalement, c'est moi l'étrangère ici, donc c'est pas à moi de leur dire ce qu'ils ont à faire, c'est plutôt de voir qu'est-ce que je peux apporter et où je peux me placer pour comprendre les enjeux et apporter une vraie compétence, quoi. C'est pas moi qui sais, c'est comment on travaille ensemble. Justement, j'aimerais qu'on approfondisse cette première expérience dans le salariat ici au Maroc. Donc, il y a cet aspect-là de ralentir, du rythme différent, de la lenteur. Hmm. Et il y a d'autres choses qui t'ont marqué au début? Alors, la désorganisation organisée. Bordel organisé? Oui, alors pour moi, d'un point de vue extérieur, française, encore une fois, puis j'ai 15 ans de marketing com dans plein de boîtes très structurées à différents niveaux de hiérarchie. Et en fait, moi, j'ai des plans sur 1 an, 2 ans, 5 ans, des prédictions. En plus, je travaille dans la data, donc le marketing très poussé. On ne fait pas les choses par hasard. Tout est mesuré. On sait pourquoi on le fait.
et on est capable de donner les avantages, les inconvénients de toutes les stratégies. Maintenant, du jour au lendemain, on arrive dans des entreprises à des chiffres d'affaires équivalents aux boîtes où j'étais, où en fait, là, comment dire, on est beaucoup plus sur de l'intuition, sur sentir les choses, sur aussi des compromis, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui prennent des décisions sur des choses qui sont beaucoup moins palpables. Pour moi, il a fallu déconstruire et désapprendre tout ce que j'ai appris auparavant, tout ce sur quoi j'ai construit ma carrière professionnelle même, hein, clairement, pour pouvoir me dire, bah, là, en fait, tu es sur des populations qui sont beaucoup plus intuitives, une consommation qui est complètement différente, des gens qui sont aussi beaucoup plus volatiles. Donc, il faut savoir comment on se place là-dedans, les comprendre au mieux, comprendre les enjeux, en fait, qui sont là, ce qu'on attend de moi, mais ce que le client attend, en fait, et essayer de me mettre à sa place en lui apportant une réponse qui soit adaptée. Et là aussi, le rythme est hyper important parce qu'en fait, le Maroc, je disais ralentir au départ, mais il est aussi beaucoup plus rapide. En France, quand on veut mettre un truc en place, on met des mois et des mois. Moi, je me souviens, quand j'ai travaillé dans des grosses boîtes en France, à Paris notamment, j'avais 6 mois, un an pour mettre en place des nouvelles manières de fonctionner en interne. Et du coup, je faisais des formations, je traversais la France, etc., pour changer le mindset des différents magasins, pour revoir notamment la satisfaction client, etc. On mettait en place des nouveaux indicateurs. Ici, on décide quelque chose, le lendemain, c'est partout dans l'entreprise. Et on a quelques jours pour se structurer. Et après, c'est bon, on n'en parle plus. Donc, à la fois, c'est hyper challengeant. Parce qu'en fait, tout doit être mis en place et on a envie de passer très vite à autre chose. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'ils ont les moyens de leurs ambitions aussi. Quand on dit quelque chose, on y va. On ne tergiverse pas pendant des heures. C'est parti. Après, bon, la mise en place est quelquefois un peu hasardeuse, mais en soi, on se repose plus sur l'expérience que sur l'intellectualisation. C'est pour ça que je dis que c'est plus intuitif. On est là, on est vraiment là, on teste, on voit ce que ça donne et on en tire des conclusions. Et par rapport au processus de recrutement, comment tu as atterri dans cette première boîte Parce que ça peut être intéressant aussi pour ceux qui sont dans le salariat qui veulent venir ici. Oui, alors en plus, il faut savoir que moi, je suis arrivée, j'avais pas de boulot, hein. Donc, je suis arrivée les mains dans les poches en me disant, je vais trouver un boulot, ça va le faire. Et en fait, alors j'ai passé des entretiens très drôles d'ailleurs, parce que dans des boîtes, j'avais des postes à responsabilité un peu élevés. Je me suis retrouvée dans des imprimeries. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais vous apporter? Vous êtes imprimeur, qu'est-ce que je vais faire? Et voilà, j'étais complètement déconnectée en fait. Je m'attendais pas à me trouver dans des entretiens qui, franchement, les gens savaient pas du tout ce que je faisais en fait. Donc c'était très drôle parce que je parlais, et on se comprenait pas du tout. On était en décalage. Et en fait, non, ce qui a marché, clairement, c'est plutôt quand j'ai commencé à répondre à des chasseurs de tête qui ont trouvé mon CV ou mon LinkedIn à jour, etc. Et puis, ils m'ont contacté. Ils ont passé mon CV à pas mal de grosses boîtes. Et là, j'ai passé des entretiens d'embauche, plus dans des postes que j'avais en France. Après, les process de recrutement sont un peu spéciaux. On n'est pas du tout comme en France. C'est-à-dire que les questions sont extrêmement personnelles. C'est des choses qui même sont interdites en France. Voilà, est-ce que vous allez avoir des enfants? Est-ce que vous êtes une femme? Comment ça va se passer? J'ai passé des entretiens, j'étais enceinte, donc on m'a dit bah non non, écoutez, je suis désolée, on va pas vous recruter, vous allez vous occuper de vos enfants. Donc bon, j'ai dit non non, vous inquiétez pas, je compte bien venir travailler. Voilà ce que faisait ma famille, ce que faisait mon entourage. Donc c'était un peu perturbant les entretiens. Après le process, la première boîte dans laquelle j'ai été recrutée, ils ont mis 1 an à me recruter. Donc c'est très très long. Faut pas abandonner, franchement. Et puis après, non, il y a aussi des déconvenus parce que donc j'ai eu des entretiens poussés. Alors c'est peut-être les boîtes que j'ai faites, hein, qui encore une fois c'est des grosses entreprises où j'ai parlé de beaucoup de sujets. Moi j'étais dans de la prédiction d'achat, je travaillais sur des CRM, donc c'est des logiciels assez pointus. J'étais assez fière de mon expertise, donc voilà, je voulais en parler. Et en fait, le premier jour de travail, je me souviens parce que j'arrive de mon ordinateur, j'attends le fameux logiciel dont j'ai tellement parlé. Et en fait, je me rends compte qu'il travaille sur Excel. Je me dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Des millions de lignes qui ont fait exploser mon ordinateur au bout de 2 secondes. Je me suis dit, mais non, mais moi, je ne sais pas travailler avec ça, en fait. Et je me rends compte aussi qu'il y a une volonté de
en tout cas de peut-être aller dans certains domaines qui ne sont pas aujourd'hui au niveau. En tout cas, dans les entreprises où j'étais, elles étaient clairement pas au niveau de ce que je disais. Moi, ce que je conseillerais, c'est que je pense qu'il faut surtout, comment dire, se rencarder un peu sur ce que les équipements des entreprises, enfin un peu où est-ce qu'elles en sont, le type de management, ce qu'ils attendent. En fait, il faut plus poser des questions à l'entreprise, je pense, et se placer ensuite pour apporter la bonne compétence. Parce que c'est pas du tout comme en France. En France, il y a quand même des standards qu'on attend. Et ici, il y a des startups qui sont hyper avancées et d'autres boîtes qui sont pas du tout au même niveau, en tout cas en termes de marketing hein, à mon niveau, mais pas du tout au même niveau que ce que j'aurais attendu en France, quoi. Moi, j'ai recommencé beaucoup plus, comment dire, j'ai mis les mains dans le cambouis, clairement, quoi. Ouais. Si toi aussi tu rêves de venir t'installer au Maroc, d'entreprendre ici, de commencer une nouvelle vie, j'ai créé une mini formation spécialement pour toi. Tu vas recevoir pendant une semaine un conseil par jour. C'est gratuit et c'est le premier lien dans la description. La première boîte, ça a pris 1 an, donc il y a eu plusieurs contacts, plusieurs entretiens. Oui, il y a eu plusieurs entretiens, au départ, avec la directrice marketing, après, avec, la responsable de groupe, j'ai eu le directeur général. Alors ça, c'était un moment très drôle. Le directeur général qui passe dans le couloir: «Attends, attends, attends, viens voir, viens, assis-toi, viens parler avec» donc ça s'est fait comme ça. Mais oui, voilà, avec le directeur général, et puis après, bah, c'est des relances, en fait. C'est: «Bah, pardon, j'ai plus de nouvelles. Est-ce que vous voulez toujours me recruter? Qu'est-ce qui se passe?» Faut pas abandonner, jamais. Tant qu'on nous dit pas non, c'est que c'est oui, donc faut y aller, pas avoir peur. Et puis au final, ben, au bout d'un moment, après, avec le DRH, heu, la négociation salariale, c'est pas une mince affaire. Moi, j'étais sur des standards français aussi. Les salaires sont pas du tout pareils, hein, sont beaucoup plus bas. Surtout que moi, c'est des contrats locaux, hein. C'est pas du tout des contrats d'expatriés. Donc, j'ai beau être étrangère, je suis considérée comme une ressource. Enfin, tous mes collègues sont marocains. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'étrangers dans les boîtes où j'ai travaillé. Donc, je suis vraiment considérée comme une ressource locale. Du coup, la négociation, bah, moi, j'ai annoncé mon prix. On m'a regardé avec des gros yeux. On me dit: «Ah non, non, pas du tout, hein, vous y êtes pas du tout. Vous enlevez au moins 25 voire même 50 de votre salaire». Et j'ai dit: «OK, pas de souci, moi je pars». Donc je me lève, je m'en vais. «Non, non, non, revenez, OK». Et en fait, la négo s'est fait un peu comme ça. Et non, moi j'ai pas lâché. Il faut pas lâcher. Il faut surtout pas lâcher parce qu'en fait, le salaire n'évoluera jamais. Vraiment. S'il y a un truc que j'ai appris, le salaire n'évoluera jamais. C'est-à-dire que j'ai fait 4 ans dans ma première boîte, 2 ans dans la deuxième. Ce qu'on a, ça changera pas. Donc après, c'est soit tout ce qui se négocie derrière, ça va être des petites augmentations, mais le salaire, ce qu'on vaut sur le marché, l'expérience qu'on a, c'est aussi notre valeur. Donc il faut pas lâcher. Voilà. Moi, j'ai pas lâché, en tout cas. J'ai eu le salaire que je voulais. Et surtout que c'est beaucoup à la carte. Donc après, on peut être au même poste et les différences de salaire sont énormes. Vraiment, de 50%, hein. Je mens pas. Donc, faut pas lâcher la négo. Et tu es à l'aise avec la négociation, même les commerces et tout ça? Parce que là, c'est dans l'autre sens. Alors, je suis plus à l'aise, en fait, le salaire, comme, bah, j'ai pas mal d'années d'expérience, moi, j'ai commencé, bah, comme tout le monde, hein, j'ai commencé à un SMIC, un peu amélioré et puis j'ai fait une douzaine d'entreprises, dans ma vie. Moi, je change assez souvent de boîte, je m'ennuie très vite, mais je veux dire, du coup, j'ai à chaque fois négocié un peu plus et un peu plus et un peu plus, do donc je sais ce que je vaux. C'est pas, de la surenchère, mais c'est qu'à un moment donné, il y a un nombre d'expériences aussi. Ouais, tu connais ta valeur sur le Oui, marché. j'ai fait aussi du consulting, j'ai donné ma valeur au jour. Enfin, je pense que c'est une collaboration entre l'entreprise et le salarié. Si je suis sous-payée, honnêtement, je vais avoir une démotivation qui va faire que j'aurai pas le même entrain au travail. Il y a aussi du management, je manageais 4 personnes. Enfin, à un moment donné, ça a un prix sur le marché. Donc, moi, après, je j'ai pas l'impression de me survendre, j'ai juste l'impression de donner mon prix. Donc je suis à l'aise dans la négociation salariale parce qu'à un moment, voilà, faut savoir à combien on est prêt à travailler. Chacun a un prix, maintenant, il appartient à chacun. Maintenant, dans la vie, c'est très différent. Moi, ça me dérange pas de payer plus parce que, par exemple, pour l'artisanat, moi, je négocie très peu. Je comprends les gens qui ont envie de faire des bonnes affaires, mais à un moment donné, moi, je m'en fiche de me faire avoir, quoi. Enfin, en fait, je suis contente. Si j'estime que c'est le prix,
Si on me demande 200 balles et quelqu'un est content parce que à 100 dirhams, il l'a, moi, franchement, je lui donne 200 balles, en fait. Je suis contente. Enfin, c'est chouette. Je trouve que ça vaut 200. Je suis contente de, si j'ai de l'argent, d'en donner le plus possible au monde autour de moi. Donc, je négocie pas tellement dans la vie, franchement. Je négocie, par exemple, quand je prenais les taxis, si d'un coup, le gars, je sais pas, il décide de me mettre 15% parce qu'il trouve que ma tête de française vaut bien 15% de plus, bah, je vais lui dire, franchement, c'est pas cool parce que moi, je prends le taxi 4 fois Tu par connais jour. les prix donc. Oui, puis c'est surtout que ça vaut pas le coup. Après, s'il me dépanne, en général, je donne toujours plus. Moi, je donne toujours 10% de plus déjà que dans tout. Et puis, si, je sais pas, il m'a dépanné parce qu'il a foncé pour moi, parce que j'étais hyper à la bourre et que j'ai réussi à avoir mon train, bah oui, je vais lui donner plus. Voilà, mais je cherche pas à négocier particulièrement. Franchement, je j'éprouve pas particulièrement de plaisir d'ailleurs à le faire. Je veux juste, voilà, quand j'ai, je donne. Et tes premiers jours, tes premières semaines, comment tu t'es sentie intégrée? Tu m'as dit que tu étais la seule étrangère? Au travail, ouais. Ouais. Franchement, je vais être honnête, j'ai pleuré. J'ai pleuré le deuxième jour. En fait, je pensais pas. J'ai dit que je parlais pas arabe. Je me suis mise tout de suite à prendre des cours de Dalija, vraiment. Mais tout le monde parlait en arabe. Et normal, hein, vous allez me dire. Mais en fait, moi, les entretiens, je les ai tous passés en français. J'ai dit que j'étais française, que je connaissais pas la langue. Et ils m'ont dit, OK, il y a aucun problème. Mais en fait, il y a aucun problème. Si, c'est un problème parce que tout le monde parle en Dalija. Mais dans les réunions, avec les clients, en fait, tout le monde parle Dalija, ce qui est normal, hein. Mais du coup, hyper complexe d'être là. Donc moi, je suis la responsable à ce moment-là et je comprends rien. Je me suis sentie tellement seule. Donc, j'essaye de m'intégrer dans les déjeuners, etc. Et en fait, je suis la seule qui comprend rien. C'est très, très difficile. Après, peut-être que c'est le côté français, hein. Moi, je sais que quand j'étais au bureau avant, qu'il y avait une personne qui parlait en anglais, par exemple, ben, on allait tous se mettre à parler en anglais. En fait, en général, on cherche à intégrer, ne serait-ce que d'une manière corporate, les gens qui arrivent de l'extérieur. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, en fait, les gens me voyaient, mais personne ne cherchait à m'intégrer. En fait, il n'y a pas ce côté un peu... je ne sais pas comment le décrire, hein. C'est vraiment corporate, en fait. C'est vrai que nous, en France, on a une posture professionnelle. C'est-à-dire qu'on est toujours un peu différent au bureau qu'on l'est dans la vie. On cherche à être assez neutre, en fait. Surtout, plus on monte dans la direction, je trouve, et plus c'est vrai. On intègre les gens, ok, mais on a une posture un peu détachée. Au Maroc, c'est les mêmes personnes, au bureau et dans la vie. Donc les gens sont très naturels. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais du coup, ils vont pas faire un effort particulier pour nous intégrer. C'est plutôt à moi de m'intégrer. Et j'ai vraiment galéré au début parce que bah, donc, je comprenais rien. Ils partaient tous déjeuner, je me retrouvais toute seule. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je connais pas la ville, je connais pas les habitudes, je parle pas la langue. J'étais perdue, je savais pas quoi faire. Et franchement, en fait, ce qui m'a aidée, c'est de me dire, ok, c'est pas grave, je vais juste faire la semaine. Et puis je démissionne à la fin de la semaine. Et puis, je vais juste faire le mois, puis je démissionne à la fin du mois. Et puis, je vais faire 2 mois, et puis, je sais pas. Et en fait, finalement, je suis restée 4 ans donc, dans cette boîte. J'avais l'impression que ça m'apprenait quelque chose. Je me sentais très seule, mais je me suis dit, bah, vis cette expérience, finalement, t'as rien à perdre, quoi. Il y a personne qui te regarde, qui te juge, quoi, qui te dit, ah, t'es vraiment. Je me suis dit ce que je me dis dans ma tête, c'est-à-dire, ouah, t'es toute seule, et tu comprends rien. Finalement, il y a que moi qui me le dis. Eux, ils me voient évoluer dans ce monde-là. Ils pensent que je suis à l'aise, peut-être, je sais pas. Et moi, j'apprends, en fait. Puis j'ai trouvé après des endroits où aller déjeuner. J'ai rencontré des gens. Je me suis fait des amis dans mes collègues. Et finalement, ça se fait petit à petit. J'ai fini par comprendre la Dalija un petit peu. Je lui parlais, bon, il comprenait rien à ce que je disais, mais c'est pas grave. Et puis petit à petit, en fait, chaque pas en avant, c'est une grande gratification, quoi. Faut pas lâcher. Faut vraiment pas lâcher, quoi. Et tu t'es fait des amis en dehors du travail ici? Oui, plus à Rabat qu'à Casa, parce que du coup, à Casa, j'évoluais vraiment que dans le monde professionnel. Mais à Rabat, oui, oui, je me suis fait des amis marocains et français. En fait, des gens qui m'ont montré une autre facette du Maroc. Parce que c'est des gens qui... Alors, j'ai beaucoup écrémé
aussi. J'étais moins proche des Français que des Marocains, pour être honnête. Parce que le côté expat, en fait, moi, j'étais là pour une durée indéterminée. Enfin, alors, au début, je me suis dit 1 an, 2 ans. C'est un peu comme mon truc, je vais faire 2 jours, 3 jours. Je n'ai pas trop envie de me projeter. Donc, je me suis dit, voilà, on prend ce qu'il y a à prendre et puis on verra bien demain. Et en fait, les Français qui avaient envie de rester peut-être pour une période qui était là un peu contraint ou qui restaient très peu de temps et cherchaient pas forcément à s'intégrer au départ, ils cherchaient plutôt à rester entre eux. Donc j'ai vite quitté ce monde-là et j'ai plutôt recherché des gens qui avaient envie de découvrir le Maroc en fait. Et des Marocains, moi j'ai adoré parce que quand j'ai commencé à faire mes premiers hammams et tout ça, les Marocaines m'ont dit mais tu vas où en fait, c'est quoi tes trucs de français là, allez viens avec moi, je vais te montrer. Ça m'a fait rire parce que du coup elles m'ont emmené dans des endroits où c'est vrai que je sais pas, je me serais pas sentie peut-être à l'aise ou j'aurais pas osé y aller. Et en fait, après on lâche prise. On se dit, ok, je suis pas du tout à l'aise. Ok, j'ai aucun repère. Mais en fait, je suis venue pour ça, en fait. Donc, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et puis, oui, je me suis mise à parler arabe. Je me suis dit, tant pis, si les gens ne me comprennent pas, j'y vais, j'ai envie de parler arabe. Et puis, je regarde, en fait, comment font les gens. Et je me suis dit, je vais faire comme eux. C'est comme appeler le taxi. La première fois, on ne sait pas ce qu'on fait. On est là, on est debout. Et puis, on se dit, merde, comment je vais l'appeler? Qu'est-ce que je vais lui dire? Puis, on regarde les gens, on dit, ok. Ah si c'est bon, Roya, vas-y c'est bon, emmène-moi là, ça va le faire. Et puis après, on fait comme tout le monde et on s'intègre, ouais. Donc non, après je me suis fait plein d'amis assez facilement. Juste il faut lâcher prise, ne s'attendre à rien et se laisser porter et ça marche. J'ai l'impression que tu t'es intégré très vite. Tu es à l'aise dans ce pays. Ah maintenant oui, je suis hyper à l'aise ici. Après je me sens forcément à des moments toujours en décalage, hein. C'est normal, je reste française, mais je me sens plus à l'aise au Maroc qu'en France, surtout dans la conduite. J'adore conduire ici parce que je trouve que, en fait, ce que j'adore au Maroc, c'est qu'il y a toujours une solution. Ah, c'est merveilleux. On reste pas bloqué. Je veux dire, la conduite représente hyper bien cet état d'esprit. Donc moi qui fais les allers-retours, enfin qui faisais les allers-retours tous les jours, c'est assez récent que je fasse plus. Sur l'autoroute, il peut y avoir, moi, j'ai vécu des carambolages de ouf. Alors tout le monde s'arrête, on vérifie que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas de blessés, ok. Mais comme il faut attendre le constatateur là pendant 1 heure ou plus, et ben après on va à contresens sur l'autoroute, on va sur les trottoirs, on se débrouille en fait. Mais on trouve une solution. On n'est pas comme, enfin, pardon, mais je veux dire, en France, combien de fois ça m'est arrivé de rester bloqué derrière, on klaxonne, et puis on attend. C'est horrible. Là, ce que j'aime, c'est qu'il y a toujours une solution. On reste jamais bloqué dans une situation. Et je trouve que dans la vie, combien de fois ça m'est arrivé vraiment de rester bloqué. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Je suis en galère, je sais pas, je suis avec mes enfants et tout. Et il y a des gens qui vont s'arrêter. Ok, t'as un problème, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, t'inquiète pas, tout va bien se passer, on va trouver une solution. Moi, c'est ça que j'adore. Enfin, je trouve qu'on peut pas se sentir mal à l'aise si on fait confiance. On va trouver un moyen de s'en sortir. C'est jamais un problème. Et par rapport à tes enfants, comment ça s'est passé l'intégration au Maroc pour eux et comment tu vois les choses? Mes enfants, en vrai, c'est des Marocains parce que ils sont nés au Maroc. Ils connaissent que le Maroc. Ils vont en France pour les vacances, donc c'est plutôt l'inverse chez eux. Moi, je trouve que les élever ici, c'est une chance formidable. Ils ont ce que j'aurais aimé avoir, en fait, une liberté. Pour moi, incroyable. Déjà, ils vivent dans un pays où il fait toujours beau, hein, donc c'est fou. Quand il pleut, ils sont trop contents. Genre, ils sautent dans les flaques. Ils me disent, waouh, maman, c'est un truc de ouf. Il pleut. Bon, après, malheureusement, j'aimerais bien qu'il pleuve plus pour le pays. Mais c'est vrai qu'ils vont à la plage après l'école. Ils évoluent dans un environnement où ils voient des gens différents ils apprennent la, la religion aussi. Enfin, moi, je leur explique la religion musulmane. Moi, je suis plutôt catholique, donc je leur explique aussi la religion catholique. Je sais pas, ils fêtent plein de fêtes. Donc, je trouve ça génial. J'ai l'impression de leur apporter une ouverture d'esprit parce qu'ils savent qu'ils ont une double nationalité, une double culture, et ils trouvent ça normal, en fait. Donc, c'est ça que j'adore. Ils découvrent, ils vivent en Afrique, donc j'essaye de leur expliquer aussi les problèmes de sécheresse, la pauvreté. On vit en plus dans un endroit où on a une rue qui est assez populaire avec des bidonvilles qui, malheureusement, tout est en train d'être détruit. Mais je veux dire, ils vivent avec des gens, c'est-à-dire qu'ils jouent au foot dans la rue avec des gens qui sont très simples. Et en même temps, ils vont dans des écoles françaises où ils voient un autre type de population. En fait, je trouve ça formidable. Par exemple,
On a mis en place des choses, mais quand leurs jouets, ils les utilisent plus, bah, ils vont les donner à des gens dans la rue. En fait, il y a un partage que je trouve formidable. Et aujourd'hui, ils ont des réactions que je trouve super. Par exemple, quand ils ont plus faim, ils me disent, bah, je leur dis voilà, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ils me disent bah maman, c'est super, hein, on va les donner à d'autres gens. Et puis il faut donner, maman. Je dis ok, super, c'est cool. Je sais pas, ils ont une relation que j'aime beaucoup et que clairement, moi, je trouve qu'il y a au Maroc. Enfin, rien que je sais pas, quand on pose le couscous sur la table et qu'on partage tous dans le même plat, il y a une notion de partage ici que je trouve formidable. Beaucoup plus que ce que j'avais en France. Je suis vraiment contente d'élever mes enfants ici. Au niveau du choix, crèche, école, comment tu t'es organisé? Ben, en fait, j'ai visité. Enfin, j'avais entendu d'ailleurs dans une de tes interviews, Google est ton meilleur ami. Clairement, Google est le bouche à oreille. Ça marche comme ça, mais en fait, à l'ancienne, enfin, j'ai envie de dire les avis, quoi, les avis des gens. La crèche, franchement, je me souviens que c'est celle qui était la plus proche. L'avantage au Maroc, c'est que moi, je trouve qu'il n'y a pas à avoir peur. Tout est très flexible. En fait, rien n'est définitif. Le Maroc, c'est le mouvement. Donc en fait, on teste. Ça marche, c'est cool. Ça marche pas, c'est pas grave. Il y a rien de grave dans toutes les choses parce que en France, il faut s'y prendre 2 ans à l'avance, limite. On a envie d'avoir un enfant, il faut prendre une place en crèche. Ici, non. Enfin, genre, l'enfant, il a 1 an, on se dit, OK, j'ai envie de le mettre. Le lendemain, on peut trouver une place. Tout est beaucoup plus facile. Donc, en fait, en crèche, moi, j'ai visité à côté de chez moi. On visite, tout est facile. On a un rendez-vous sur WhatsApp en 2-2, on appelle quelqu'un. L'après-midi, on le visite. On peut même rester avec notre enfant si on est en stress. Ici, c'est génial. Les gens, ils prennent des photos de votre enfant, ils vous les envoient, ils vous disent voilà, tout va bien. S'il y a un problème, ils vous appellent. Madame, votre enfant, il a pleuré, il a mangé ça, il a mangé. Genre, je trouve ça merveilleux. Genre, il a pris son biberon à 16 heures. C'est incroyable, quoi. Il y a un suivi fou. Alors, parce qu'on a aussi une chance incroyable. Ici, au Maroc, on fait partie d'une caste clairement privilégiée, ce qu'on n'a pas du tout en France. Enfin, moi, je veux dire, un milieu, je veux dire, la classe moyenne en France. Et ici, je me suis retrouvée propulsée en faisant partie, bah, clairement, des gens les plus riches. Hein. Donc, il y a des gens très, très riches, mais on est à un niveau de vie qui a beaucoup d'avantages. Donc, la crèche, on peut avoir accès à des services qui sont franchement très chouettes, très personnalisés. Et si on n'est pas content, on peut changer d'établissement très vite. Après, au niveau des écoles, moi, bon, je suis française, j'ai juste fait le comparatif aussi de prix. Je ne me voyais pas forcément les envoyer dans des écoles marocaines parce que bah, mon niveau d'arabe n'est pas terrible. Hein. Et il y a je suis plus proche de l'enseignement français, donc je suis allée les mettre plutôt dans l'école française. Après, franchement, moi, je suis très satisfaite. Je trouve que ça fonctionne bien. C'est comme l'école en France. Ils sont contents. Vraiment, moi, j'ai rien à dire. Je trouve que ça marche bien, en fait. Je suis pas inquiète, vraiment. Et en plus, il y a des activités après à côté. Bah, pareil, il n'y a pas besoin de s'y prendre très longtemps à l'avance pour les inscrire. Si ça leur plaît pas, on peut changer. Enfin, il y a une flexibilité très pratique. Typiquement, je sais pas, à un moment, j'étais dans les embouteillages, j'ai juste à mettre un WhatsApp en disant à la garderie, oui, pardon, je suis bloquée, finalement, ça va dépasser un peu. Oui, ok. En plus, ils se souviennent de qui on est, ils sont trop forts. Ils ont plein d'élèves, plein de gens. Oui, tout de suite, oui, Hortense, pas de souci. On garde les enfants, on vous attend. Vraiment, moi, je trouve que c'est plus simple. Et on communique beaucoup avec WhatsApp ici au Maroc. Tout se fait par WhatsApp, tout. Mais professionnellement, personnellement, c'est ce que je disais, il n'y a pas tellement cette barrière. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, hein. Mais l'avantage, c'est que c'est facile. Alors après, aussi, moi, ça me fait bizarre parce que là, je suis consultante actuellement pour la France. J'entends parler de choses, c'est vrai, qui m'échappent un peu parce que ça fait 7 ans maintenant que je suis là. Par exemple, le droit à la déconnexion, quelque chose qui n'existe pas du tout ici. Le WhatsApp, moi, je travaille jusqu'à minuit, 1 heure du matin en connexion avec euh, les clients marocains. On est tout le temps disponible, soir et week-end. C'est normal. C'est même pas une question qu'on se pose. C'est normal. On doit être là. Et en fait, alors après, on prend l'habitude parce que on peut le faire. Par exemple, on peut travailler de la plage, on peut travailler devant notre petit déj et tout. Enfin, vraiment, il y a un côté chouette et libre. Par contre, on est toujours avec notre téléphone et toujours disponible. C'est pour ça que le côté facile peut peut-être être compliqué pour certaines personnes qui ont l'habitude de couper entre le pro et le perso. Bon, je trouve que c'est plus difficile ici. Et ça, c'est général ou c'est toi qui a laissé ça ouvert?
Est-ce que d'autres personnes pourraient dire à 22h je bloque et Alors, ça dépend. Moi, je pense que pour des gens qui travaillent avec des Marocains, pour moi, c'est pas possible de faire ça. Je dirais même que c'est aller à l'encontre de la manière de travailler. Mais il y a des gens qui le font, hein. J'ai rencontré des Français qui l'ont fait, c'est-à-dire qui donnaient pas leur téléphone, par exemple, personnel, qui disaient qu'ils n'étaient pas joignables et qui ont réussi à instaurer ça. Après, est-ce que c'est pas un peu se tirer une balle dans le pied? Je sais pas. En tout cas, dans mon métier, moi, c'est vrai que s'il y a un problème, parce qu'il faut savoir que typiquement, j'avais un directeur général qui me dit, tiens, on va monter un événement, on est jeudi, il me dit, voilà, samedi matin, ça doit être prêt. Ok, très bien, normal. Donc là, on travaille jour et nuit, et c'est comme ça, en fait. On n'a pas vraiment le choix de dire, bah non, excusez-moi, les délais sont trop courts. Donc on fait avec. Après, oui, c'est moi qui l'accepte, hein, mais j'ai envie que le travail soit bien fait. Maintenant, si je commence à couper à 18h, bah, qu'est-ce que je vais avoir le lendemain quand je vais me réveiller à ouais, 8 c'est heures du ça mat? aussi. Je ne sais pas le résultat. Donc moi, c'est vrai que c'est aussi ma volonté, c'est que j'ai fait le choix d'être présente, d'être réactive et d'aller dans ce sens-là, en fait. Je me suis adaptée à la manière de travailler, en fait, locale. C'est comme ça qu'ils font. Voilà. Et les agences suivent, hein. Ouais. Les agences marketing, je les appelle à 22h. Ok, j'ai une galère, j'ai besoin que ce soit prêt. Ils travaillent jour et nuit. Enfin, tout le monde est comme ça. C'est incroyable. Et le travail sera super. Le samedi matin à 8h, merveilleux, quoi. On aura un travail incroyable. Pour terminer sur cette période salariat, c'est quoi tes meilleurs souvenirs ou les anecdotes qui te reviennent en tête quand tu penses à cette période? Moi, j'ai beaucoup ri. Souvent toute seule, mais parce que du décalage. Vraiment, j'ai vécu des moments hyper drôles. Je me rappellerai toujours. À un moment, je me disais, il faut écrire un livre, c'est pas possible. Je me rappelle dans les bureaux, par exemple, voir des gens, ils se promenaient avec des caddies de supermarché pour mettre les dossiers. Non, j'ai vécu des moments vraiment assez drôles. Franchement, complètement, pour moi, je me disais, c'est incroyable de vivre ça, quoi. Vraiment, il est en train de se passer ça. C'était tellement en décalage. Je me souviens de gens qui arrivent et qui me hurlaient dessus, comme ça. Je sais pas pourquoi. Et c'est incroyable que ça se passe vraiment. Et d'autres moments très forts, des moments d'équipe. Comme je disais, bon, des gens, ils peuvent crier, hurler, etc. Et en même temps, des gens qui peuvent, bah, voilà, des gens en larmes, dans les bras, des gens que, je sais pas, j'ai essayé d'aider, enfin, de tout, tout, tout. C'est-à-dire que j'ai vécu, il y a beaucoup d'émotions, en fait. C'est ça que je me retiendrai, c'est que les gens sont hyper humains et du coup, comme le perso pro, pas vraiment de différence, les rencontres sont très vraies. Donc j'ai vécu des moments très puissants humainement. Alors vraiment qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai vécu en France. J'ai l'impression d'avoir passé 20 ans au Maroc d'un point de vue intensité. C'est beaucoup plus fort, vraiment. J'ai l'impression que parfois en Europe, on a tendance à s'enfermer dans des routines ou même ne pas prendre de plaisir au quotidien. Ici, c'est l'inverse. Tout est intense, tout peut arriver à chaque instant. C'est ça qu'on aime aussi au Maroc. Oui, puis les gens sont... il y a moins de barrières. Alors, ce que je disais, c'est que en France, on met plus de distance émotionnelle, peut-être aussi par pudeur, hein, on est élevé pas de la même manière. Enfin, déjà, on est beaucoup plus... il y a beaucoup de politesse. Enfin, dans la politesse, il y a aussi beaucoup de protocoles. Donc, bonjour, pardon, excusez-moi, est-ce que je peux vous... Ah oui, est-ce que je peux me permettre? Voilà. Moi, je me rappelle, par exemple, au début, je me souviens d'un moment où j'attendais quelqu'un dans son bureau. Donc, enfin, je vais à la porte du bureau, la personne est en train de discuter avec quelqu'un. Donc, j'attends à sa porte parce que son bureau était ouvert. J'attends, donc elle me voit. Puis 5 minutes passent, 10 minutes, puis je me dis, bah, ok, bon, elle me voit, elle me dit rien. Enfin, c'est quand même étrange. Et je vois des gens qui rentrent, qui passent devant moi, qui rentrent, qui lui parlent, qui ressortent, qui partent. Puis au bout d'un moment, je me dis, mais c'est pas possible. Tu peux y aller. Bah, oui. Donc je commence à dire, bah, pardon, excusez-moi, mais je voulais. Et elle me dit, bah oui, je sais pas ce que vous faites là, depuis 10 minutes. Mais ça me serait pas venu à l'idée de l'interrompre, en fait. C'est ça aussi que ça m'a. En fait, c'est typiquement le Maroc. En fait, on veut quelque chose, on y va, en fait. S'imposer. Ouais. Et là, souvent, je me suis dit, si demain je devais retourner en France, ah, je pense que je m'imposerais pas du tout de la même manière. Parce qu'en fait, là, si on veut dire quelque chose, si on veut, on y va, en fait. On tergiverse pas pendant X temps. En fait, on veut quelque chose, on y va. En tout cas, en France, c'est vrai que moi, je me sentais, mais
dans une case, en fait. Je n'ai pas le droit. Parce que au niveau de la hiérarchie, comment ça serait vu, comment ça serait perçu. Et là, j'ai l'impression qu'au Maroc, petit à petit, je me suis beaucoup plus. Il y a plus de lâcher prise, mais il y a aussi plus de prise de position. On ne peut pas faire de l'à peu près. Si on n'est pas sûr de soi, on se prend un gros revers de médaille. Enfin, moi, je me suis retrouvée avec des directeurs des conseils d'administration. Je commence à affirmer quelque chose. Ah bah là, je peux dire que la confiance en soi, si on n'est pas certain de ce qu'on affirme, on le sait tout de suite, parce qu'on s'en prend vraiment plein la gueule. Donc, il y a intérêt d'affirmer ce qu'on dit avec beaucoup d'assurance et surtout de savoir pourquoi on dit ça. On apprend beaucoup sur soi, clairement. On apprend sur soi, on apprend à prendre confiance et on apprend à se dépasser. Et puis, il faut s'accrocher. Donc, je trouve que c'est plus qu'une expérience professionnelle, mais une expérience vraiment humaine nécessaire. Donc la confiance en soi, très important. Ouais. Au niveau des personnalités, est-ce que tu penses que c'est plus facile quand on est plutôt extraverti que introverti? Comment tu vois les choses par rapport au tempérament humain? Alors après, moi j'en parle beaucoup là dans mon expérience de salariat et j'avais un métier à responsabilité. Donc je manageais des gens, je devais prendre position hein, parce que je gérais des départements, etc. Donc pour moi, c'est là où la confiance en soi rentre clairement en jeu. Après, je trouve en tout cas que la culture marocaine, ce sont des gens extravertis. C'est des gens à l'aise avec leur personnalité, c'est des gens qui s'affirment. J'ai été quand même confrontée à des gens qui vont m'affirmer, par exemple, c'est bleu en me montrant quelque chose de vert, quoi. Enfin, c'est vraiment et avec aplomb. C'est dingue. Donc, des gens qui font des erreurs et qui me disent: «Ah non, non, mais moi, je t'ai jamais dit ça. Ah non, non, mais j'ai jamais fait ça». Un aplomb. Mais en fait, ce que je trouve formidable, mais moi, ça me fascine. Je me dis: «Mais waouh, j'aimerais tellement» enfin, c'est pas le côté «j'aimerais mentir», c'est pas ça, mais j'aimerais tellement avoir cette puissance de pouvoir, m'affirmer avec autant de force, quoi. Et oui, c'est des gens affirmés, et l'idée, c'est pas il faut pas forcément rentrer dans le tas, hein, parce que j'ai fait des réunions où franchement tout le monde criait plus fort que l'autre, c'est pas non plus ce qui marche, hein. Hem, c'est plutôt de recentrer le débat, de dire: «Mais attendez, on va où? Qu'est-ce qu'on fait?» C'est pour ça que introverti, extraverti, moi je pense que c'est plutôt, quel est l'objectif? Moi j'aimais bien recentrer. Qu'est-ce qu'on veut sortir à la fin de tout ça? Parce que si vous voulez, vous avez gagné, hein. Franchement, le combat de coq, honnêtement, moi je l'ai laissé passer parce que les personnalités sont tellement fortes qu'au bout d'un moment, on va pas gagner de toute façon, hein. Moi franchement, je me suis mise à côté. J'ai juste dit: «Ok, t'as gagné, t'es le meilleur, t'es le plus fort, c'est bon. Maintenant, moi, je veux collaborer. J'ai envie de faire avancer le projet. J'ai envie de sortir quelque chose. Comment on travaille ensemble? Et même mieux que ça, comment je peux t'aider à atteindre tes objectifs?» Et c'est là où j'ai senti une différence, où j'ai switché de mindset, en fait, aussi, moi et les autres. Et en fait, quand ils ont vu que j'étais pas là pour prendre leur place, pour les écraser, quand ils se sentent pas d'attaque, d'agression, en fait, ils sont plus ouverts et moins méfiants. Mais il Parce y a quand que même une méfiance. Ouais. Parce qu'il y a une susceptibilité aussi marocaine que tu as découvert ou ou expérimenté? Quand on est étranger, on rencontre quelque chose, surtout les Français, enfin en tout cas, moi, une femme française, là, à un poste à responsabilité, je le redis parce que je pense que ça fait, pardon, la différence. Mais j'ai rencontré un peu, enfin c'est pas facile de trouver le mot, mais il y a des gens qui l'ont mal pris, qu'une Française arrive à un poste à responsabilité. Je pense, bon, après je sais pas, j'ai pas envie de rentrer dans un débat de colonisation ou pas, mais il y a un petit côté supériorité qui est mal vu, hein. Alors j'ai déjà entendu, c'est pas parce que tu es française que non, mais moi, je te le dis pas parce que je suis française. Je te le dis parce que, à la base, j'ai une compétence, j'ai fait des études pour et j'ai une expérience qui me permet enfin, en tout cas, j'ai envie d'apporter quelque chose. Maintenant, c'est moi l'étrangère, c'est moi l'immigré, parce qu'on dit expatrié, non, mais bon, finalement, c'est aussi moi l'immigré. C'est moi qui m'intègre dans ce pays. C'est une volonté de ma part d'être ici. Je me sens pas supérieure. J'ai juste envie d'échanger, en fait. J'ai envie d'apporter quelque chose. Et je suis là, dans cet état d'esprit-là. Mais c'est pour ça que cette susceptibilité, j'ai fait face en fait à des choses qui me dépassaient complètement. Des gens qui vont me détester parce que je suis française en fait d'emblée et qui vont essayer de me rabaisser. Mais tout ça, ça se dépasse avec le temps. Vraiment le temps, la patience reste à sa place.
On n'a rien à prouver à personne, en fait. On est juste là parce qu'on a envie d'apporter quelque chose. Et franchement, moins on vient se la ramener, entre guillemets, et plus ça passe. Il y a rien à prouver. Je pense que j'aurais été mal placée que d'aller voir les gens. Enfin, en vrai, je les comprends. Peut-être que c'est Peut-être que cette personne, elle voulait ce poste-là. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé en interne, par exemple. Peut-être qu'elle ne l'a pas eu et qu'elle se dit, ah bah elle, c'est parce qu'elle est française qu'elle l'a eu. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là dans la tête de ces gens-là. Je me dis juste que moi, je suis là, que j'ai envie d'apporter quelque chose et je continue. Mais des œillères, et je me dis, c'est pas contre moi, c'est plutôt contre ce que je représente, peut-être. Et voilà, on va lui montrer que je suis pas une mauvaise personne et que je cherche juste à faire avancer les choses, quoi. Donc j'ai pris sur moi de ne pas le prendre personnellement. Dernière pause dans cette vidéo pour t'annoncer que si toi aussi tu as envie de passer de l'autre côté, de te faire interviewer sur Entreprendre et vivre au Maroc, c'est possible. On a créé une page qui s'appelle Collab sur le site spécialement pour ça. Si tu veux sponsoriser une vidéo, présenter ton produit, tes services, n'hésite pas à checker la page et me contacter et je te répondrai si ça correspond à notre état d'esprit. Avant de passer à la phase où tu es devenue entrepreneuse, j'aimerais aussi que tu nous parles de tes lieux préférés à Rabat. Et aussi ici, où est-ce qu'on est, quel est ce lieu? Alors ici, on est dans un concept store qui s'appelle le 17 Océan. Moi, en fait, comment je l'ai découvert? Je sais même plus. Je sais même plus. En fait, si je l'ai découvert avec mes t-shirts, en fait, c'est que bon, j'ai eu l'opportunité de faire des t-shirts, avec des rencontres. C'est toujours des rencontres. Et en fait, j'ai cherché un peu les concept stores dans lesquels je pouvais les proposer. Et j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait ici. C'est comme ça que ça s'est fait. En soirée d'ailleurs, je crois. Comme quoi. Dans une soirée, on a commencé à échanger. Il m'a parlé de ce concept store. Et j'ai commencé à y aller. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a que des produits marocains ici. Donc vraiment, des gens qui ont à cœur de mettre en avant l'artisanat et puis tout ce qui se fait au Maroc. Avec un petit côté tendance, ça me plaisait bien, parce que bon, bien sûr, en Médina, on trouve tout déjà, c'est parfait. Mais ici, il y avait une volonté d'avoir des créateurs et des gens qui sont inspirés du Maroc et qui ont voulu faire quelque chose d'un peu différent. Et puis, en fait, avec l'espace café, moi, j'ai adoré. Bah, je venais avec mon ordinateur et puis je travaillais ici. Et puis, à force, en fait, j'ai commencé à rencontrer plein de gens différents, des Marocains, des étrangers. Et puis, voilà, c'est devenu une petite communauté, quoi. C'est chouette. Des gens qui rentrent, des gens qui repartent. On se demande un peu où on en est. On partage nos projets. J'aime beaucoup cet endroit. Et c'est quoi un concept store pour ceux qui ne connaissent pas le concept? Bah, un concept store, en fait, c'est un endroit justement avec le store, c'est le magasin. Le concept, c'est justement un endroit où on a un concept. Et là, en l'occurrence, c'est des produits. En fait, on vend des vêtements. Il y a il y a des bijoux, il y a des affiches, il y a de la nourriture aussi. En fait, tout est local. Et puis, il y a un espace café. Ils font aussi des événements. Il y a des concerts, il y a des livres. Donc il y a des dédicaces, il y a des gens, il y a des conférences. En fait, c'est un endroit hybride en fait. On va retrouver à la fois un côté événementiel et puis un côté vente de produits. C'est le genre de lieu où tu te sens bien. Il y a d'autres lieux que tu aimes ici? Bah, moi, j'aime bien parce que, encore une fois, moi, j'aime bien rencontrer du monde. Alors après, j'avoue, je suis pas hyper productive quand je travaille à des moments parce que à force de rencontrer des gens, bah, on s'arrête pour papoter. Ouais, ça se trouve, tu vas pas travailler du tout. C'est ça. Non, du coup, maintenant, j'essaye d'alterner un petit peu quand j'ai besoin de me concentrer. Mais après, dans d'autres lieux, bah, la plage, quoi. Mais c'est pas un lieu où on va aller. Mais c'est tellement agréable de voir la mer. C'est la première chose que je fais quand je viens ici, moi. Ouais, c'est J'adore. ouf. En plus, enfin, je sais pas, elle est sauvage. Ouais, vraiment, on voit l'océan se déchaîner. C'est magique. La lumière ici, elle est folle. Donc, que ce soit les couchers de soleil, vraiment, c'est magique. Après, moi, j'adore la Médina, le Café Mort. Bon, c'est hyper, on va dire, c'est vraiment cliché, mais c'est juste que c'est un endroit. Il y a quelque chose, Ouf. hein. C'est Le jardin aussi. Oui, le jardin andalou, c'est canon. Non, moi, j'aime vraiment bien ces endroits-là. Après, j'aime bien passer de l'un à l'autre. Enfin, ça peut paraître bête, mais le pôle qui est à côté de chez moi, par exemple, alors c'est Paul, hein, mais je l'adore parce que je connais tout le monde. Comme je viens souvent avec mes enfants, bah, j'aime bien parce que je dis bonjour à tous les serveurs, à tout le monde, en fait. Donc, il y a un aspect un peu familial, quoi. C'est les lieux à côté de chez moi que j'aime bien retrouver. Et puis, j'aime bien passer de... Ouais, c'est...
je sais pas, de l'ambiance médina plus traditionnelle au stand plutôt vers Mahaj, sur Anahil. Bah, mes enfants font du vélo par là. Aller dans la forêt d'Hulton, c'est quand même hyper chouette comme endroit. Les malls, enfin, ça peut paraître bête, hein, mais il y a certains malls où on se retrouve plus que d'autres. Là, j'aime beaucoup au Carrousel. Ils ont vraiment fait un truc très joli. Je sais pas si tu y es déjà allé, mais non, c'est très chouette. C'est un nouveau mall, mais en fait, on a la mer en face. Donc, quelquefois, je me pose avec mon PC, je prends mon café et bon, c'est génial, quoi. Je suis là. Ici à Rabat? Ouais, à Rabat, ouais. On a la mer en face, et les palmiers. Bon, je sais pas, quel meilleur cadre pour travailler. C'est extra. Avec les enfants qui jouent à côté, il y a des parcs de jeux génial. Franchement, c'est vraiment des endroits pour vivre qui sont super. Et tes restos préférés, tu as quelques adresses à nous partager? Bah, j'aime beaucoup. Alors moi, j'avoue, je suis souvent au Limonadier. C'est un endroit que j'aime beaucoup. En plus, il y a un karaoké. Je trouve que c'est super cool. Non, c'est très chouette. Après, j'aime bien aller aux Trois Palmiers. C'est à côté d'Aroura, en fait, parce qu'on peut regarder le coucher de soleil en buvant une petite bière, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est plutôt sympa. C'est assez rare les endroits où on peut prendre de l'alcool et en même temps être en extérieur. Pour boire un verre, ouais, franchement, je suis principalement dans ces deux endroits-là. Après, il y a plein de restos connus. Enfin, ici, on peut sortir des Casa Emma, plutôt dans le centre, des asiatiques, bon, il y a plein de types de cuisines différentes. Mais ici, ce qui est bien, enfin, il y a pas mal de lieux qui ouvrent. Moi, c'est plutôt les ambiances que je recherche. Parce que il y a par exemple, il y a des soirées, typiquement, on peut aller au Jefferson. C'est une vieille boîte, très vieille, et qui a changé complètement avec des nouveaux DJ qui sont arrivés. Donc, si on veut sortir plus tard, bah, voilà, ça permet de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir des soirées un peu différentes. C'est chouette. Hier, je passais devant le café La Renaissance. Il y avait Oui, beaucoup de monde. ouais, Donc, il c'est y a très aussi des chouette. concerts, des Mm. week-ends. Oui, le café Renaissance, c'est très sympa. C'est vrai. Bah, il y a pas mal d'événements. Et puis, bah, pareil, pour travailler là-bas, là, c'est très sympa. Mais il y a pas mal d'espaces de coworking qui ouvrent aussi, de plus en plus, là, dans le centre, avec des. Bah, en fait, le fait d'avoir des bureaux partagés comme ça permet de rencontrer des gens, d'avoir tout l'équipement qu'il faut, et puis de mixer des populations, enfin des locaux, et puis aussi des expatriés. Donc, il y a un peu tout le monde qui se croise dans ces lieux-là. Oui, j'aime bien aussi. Ouais. C'est vrai, c'est sympa. Moi, c'est juste que Renaissance, pour se garer, c'est galère. Mais sinon, quand on est à pied ou qu'on est dans le centre, ouais, c'est vrai que c'est chouette. Et tu marches quand même dans Rabat? Ouais. Alors ça, c'est un truc que j'ai oublié. Non, mais j'avoue qu'à Paris, je marchais beaucoup. Ici, plus du tout. Parce que bah, moi, j'habite à Rouen après. Donc voilà, je fais tout en voiture, forcément, à l'américaine. Mais je vais beaucoup d'un lieu à l'autre. Bah, tout est à une demi-heure pour moi de voiture. Hein. Les distances sont assez loin. Ne serait-ce que pour emmener mes enfants à l'école, j'ai peut-être 35 minutes de route. Donc, c'est vrai que la voiture, quoi, partout. J'ai beaucoup déploré ça au début. Et puis, bah, on fait avec, hein, après, c'est comme ça. Hein. Je fais du sport. Et je trouve que c'est une ville où tu peux faire beaucoup de choses à pied. Et tu passes comme tu disais, de la Médina au centre-ville, à la plage. Oui, puis tu as le tramway. Ouais, c'est super ça. Ouais, ouais, Mm. carrément. Non, non, mais c'est vrai que c'est possible. Moi, c'est vraiment parce que j'habite à Aroura, mais sincèrement, pour les gens que je connais là qui habitent ici, typiquement, bah, une personne qui travaille ici, elle vient à pied depuis Hassan, donc ça se fait bien en fait. En quelques minutes, tu es là, et tu as quand même beaucoup de choses dans le coin. Non, vraiment, au pire, tu prends un taxi. Enfin, je veux dire, on a l'avantage, c'est que le taxi n'est pas très cher, donc clairement, pour circuler. Ça se fait très bien, ouais. Ouais, il y a plein de choix. Hmm. InDrive aussi. Oui, 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 InDrive, ouais, carrément. Karim aussi, si tu veux Mhm. prendre enfin, anticiper un peu tes transports, mais puis tout ça fonctionne franchement bien. Moi, je les ai fait souvent, pas de soucis. La sécurité, ça va très bien aussi. Non, franchement, c'est pratique. Moi, je suis à Agdal, là, dans un Airbnb. Mm. Et avec le tramway, c'est très facile, quoi. Ouais, tu peux bouger Ouais. sans problème. Puis il est pas ralenti comme un taxi ou une Mm. voiture, donc Oui, puis effectivement, il y en a beaucoup en plus. C'est pas cher. ouais, t'attends pas plus de 5 minutes. Mm. Non, non, c'est vrai. Franchement, ouais. C'est très pratique.
je trouve. On veut ça à Bien desservi. Marrakech, hein. Marrakech, c'est autre chose. Ouais, très Ouais, différent. ouais, ouais, c'est vrai. Tu prennes un scooter. Je suis plus vélo. C'est vrai? Ouais. À Marrakech? Bah non, moi je suis à la campagne, mais Ah oui, bon, comme bah mode de voilà. déplacement, je veux dire. D'accord. Mais c'est risqué, hein. Ouais, c'est clair. Bon, après, tant mieux, hein. C'est une habitude à prendre, je pense, hein. Hmm. Si t'es à l'aise, c'est que tu connais les codes. Après, c'est bon, ça se fait bien. On va arriver à l'étape où tu as quitté le salariat, donc tu as été dans deux boîtes, c'est ça? Ouais. Comment t'es sorti de ça et pourquoi? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Honnêtement, je suis contente d'être passée par le salariat parce que j'avais besoin de comprendre comment ça marchait. Je pense que sinon, je me serais plantée totalement. En fait, je suis arrivée au départ au Maroc avec l'envie justement de monter un projet. Justement, j'avais la sensation que nouveau pays, nouvelle envie, je travaillais quand même depuis plusieurs années. Je me suis dit, voilà, j'ai acquis assez d'expérience pour pouvoir monter un projet. Et en fait, j'avais négligé quand même le point le plus important, je pense, c'est de connaître mon environnement. Et c'est pour ça que grâce au salariat, et surtout comme je fais du marketing, de la communication, mon objectif, c'était de fidéliser la clientèle. Donc, j'étais obligée de les connaître, les comprendre. J'ai fait beaucoup d'enquêtes d'opinion, je travaille avec des grands cabinets comme Ipsos, etc. Donc, ça m'a permis vraiment de rentrer au plus profond des habitudes des gens et du coup de connaître mieux leur manière de penser, leur manière de consommer. Et en fait, ma deuxième expérience a été plus compliquée parce que dans le salariat, je me suis retrouvée vraiment limitée en termes d'action. En fait, une fois plus on monte, plus on se dit je vais avoir encore plus de responsabilités, chouette, je vais avoir un champ d'action très large. Notamment, moi, je voulais travailler dans le social beaucoup. Donc, j'avais comme ambition, quand on me recrutait, je disais voilà, je veux faire des actions sociétales, je veux pouvoir mettre en place des fondations, comme ces entreprises qui ont quand même des très très beau budget marketing. Donc je voulais pouvoir avoir une action avec plus d'impact en fait ici au Maroc. Et en fait ça s'est mis en place. J'ai fait des actions, je fais des choses qui sont des belles choses. Mais je suis pas allée au bout en fait du concept parce que c'est pas moi en fait qui décide tout simplement. Donc les orientations stratégiques sont pas toujours en accord et pas toujours les mêmes quoi. Donc il y a un moment donné on est limité, c'est-à-dire qu'on a envie, on lance, on propose et puis on se prend un mur, deux murs, trois murs, puis au bout d'un moment on n'y arrive pas quoi. Donc je sentais la frustration monter, ça commence à être compliqué et c'est pour ça que je me suis dit bon là je suis arrivée à un palier où en fait je suis au plus haut euh, de la hiérarchie pour moi, enfin où je pourrais être finalement. Je ne monterai pas plus haut hein, là à ce niveau-là. Mais par contre, je fais pas ce que j'ai envie de faire en fait. Je suis encore en train de répondre à une demande finalement. J'ai très peu d'autonomie dans les faits et je donne pas ce que j'ai envie de donner quoi. Je suis pas là pour ça en fait, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai switché. En fait, je me suis dit, OK, je vais quitter mon boulot. J'ai démissionné. Et en fait, j'ai monté. Alors, j'avais monté mes t-shirts, mon entreprise de t-shirts, il y a 5 6 ans. Ça a été assez rapide en arrivant. C'est parti d'un constat très simple. Juste, j'avais envie d'acheter ça, tout simplement. J'avais envie d'acheter des t-shirts qui mettaient en avant le côté, enfin, de la fierté marocaine, en fait. J'avais envie, je sais pas, j'étais hyper contente d'être au Maroc. J'ai envie de dire à tout le monde, ouais, c'est cool, regardez, je viens du Maroc, j'ai envie d'avoir ce petit twist, en fait, ce petit truc en plus où je dis, je vis au Maroc et je le porte sur moi, en fait. Et je trouvais pas un t-shirt, pas forcément quelque chose de traditionnel. Voilà, je voulais juste quelque chose d'assez épuré, assez simple, où en fait une petite broderie, un petit marquage qui rappelle un élément du Maroc et que je pourrais porter quand je vais en France, à l'étranger, en disant bah oui, je viens du Maroc. Ça se voit quoi en fait. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu, tout simplement. Et en plus, j'y connaissais rien du tout, j'avais jamais fait de textile. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé des prestataires, j'ai acheté des t-shirts et puis j'ai trouvé un autre prestataire pour faire de la broderie et puis j'ai changé, j'ai recommencé et puis j'ai créé mes modèles et puis je les ai commercialisés. Enfin, en fait, vraiment, c'était amusant de le faire. C'était plus compliqué que ce que j'imaginais parce que je fais tout de A à Z, donc c'est vrai que c'était pas évident. Mais en fait, la fierté de voir des gens qu'on connaît pas,
qui portent ce qu'on a imaginé. Ça, c'est incroyable. Ouais, dans la rue, ça doit être. Mais c'est fou. Mm. En fait, moi, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pour me faire plaisir, quoi. Tu vas les voir, tu leur dis que c'est toi la créatrice ou... Non, j'ose pas. En fait, j'arrive même pas à me voir en tant que créatrice. Mais non, j'ai trouvé ça assez fou. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai même un client qui fait comment dire, des vidéos pour Eurosport et qui avait mon t-shirt lors d'une capsule vidéo. Et je me suis dit, waouh, il porte mon t-shirt à la télé, quoi, quelque part. C'est incroyable. Mais non, c'est vraiment fou de voir quelque chose qu'on a imaginé porté par les gens, en fait. Alors que moi, je suis pas, c'est-à-dire, j'ai pas fait d'études dans le textile. Je suis une personne lambda, quoi. J'ai juste eu envie de faire ça à un moment donné. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis vendue dans des concept stores à Rabat, à Casa et puis à Marrakech. Et j'aimerais bien avoir plus de points de vente. Alors après, ça prend beaucoup de temps. Clairement, c'est une logistique aussi. Hmm. D'ailleurs, j'en ai parlé avec une amie, Sarah, qui est à Essaouira. Ouais. On se disait que tes t-shirts, ce serait trop bien qu'ils soient à Essaouira Mais aussi. oui, mais carrément. Non, mais carrément, franchement, Tu ça veux me qu'on fait lance un plaisir. appel Bah, pour, yallah, avec plaisir. Donc, tu cherches aussi des nouveaux lieux Oui, oui, carrément, ouais. Ouais, ouais, franchement, je cherche des nouveaux lieux. Je cherche, bah, en fait, des gens qui ont envie, parce que on va être honnête, hein, c'est pas franchement rémunérateur. C'est plutôt quelqu'un qui a envie, en fait, ouais, d'avoir cette philosophie-là. En fait, bah, quand je vois c'est plutôt des jeunes ou il y a aussi des expatriés qui le ramènent. En fait, c'est de montrer un peu ce petit côté fier d'être marocain. Un peu partout, quoi. Montrons-le, quoi. C'est chouette. Et en plus, ça s'appelle Yalla from the Bled parce que je voulais vraiment dire, bah, ça vient d'où? Ça vient du bled. Je sais pas, j'aime bien cette image-là. Et que ce soit des étrangers ou des Marocains qui le portent, je trouve que c'est chouette. le choix des tissus, du coton, c'est quel type de t-shirt? Moi, au début, bah, encore une fois, j'y connaissais rien, hein. Je me suis dit, bon, j'ai testé, j'ai porté en fait surtout. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que moi j'ai envie de mettre? Et du coup, bah, j'ai trouvé en fait assez, pas trop difficilement en vrai. Alors j'ai changé mes modèles. Au début, je me suis embarquée dans plein de trucs. Je voulais 1000 couleurs, je voulais 1000 formes. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une grosse galère. Déjà, bon, financièrement, c'est assez onéreux hein, de se lancer dans de la marchandise. Et en fait, petit à petit, je suis assez adepte des marques comme Cézanne en France. Enfin, c'est des petites marques, bon, maintenant qui ont bien grossi. Hein. À l'époque, moi, je parle d'il y a 7 ans, mais qui ont assez grossi, mais des choses un petit peu qu'on se côté assez simple, le côté simple parisien en fait, avec juste bah, un t-shirt ras le cou, bien coupé, un peu large. Et justement, j'ai fait ces revers aux manches pour donner ce petit côté en fait homme-femme unisexe, j'aimais bien. Et j'ai pris les cotons les plus épais, les plus qualitatifs. Et comme ça, j'aime bien le fait qu'on puisse le porter un peu comme on veut. Comme il est un peu large, soit on le laisse tel quel, soit on le remet à l'intérieur du pantalon, soit on le relève un petit peu en mode été. Enfin, on porte un petit peu comme on a envie, mais ça reste assez cool. Ça, j'aime bien. Et il y a eu combien de collections alors? Franchement, je n'ai pas été très structurée. Honnêtement, moi, dès que c'est sorti, j'en avais déjà marre, donc j'avais envie de vite en refaire une autre. Donc, j'ai un peu enchaîné les modèles. À un moment, je crois que j'ai comptabilisé, j'en ai 120 différents, donc je me suis un peu emballée, ouais, beaucoup trop. Mais parce que j'avais envie d'en revoir tout le temps des nouveaux. Et la logistique ne suivait pas toujours, donc c'est pour ça que j'ai plus de points de vente à Rabat, parce que c'est plus facile pour moi, ne serait-ce que pour refaire, bah, dès que quelqu'un me proposait quelque chose. En fait, on m'a dit, ah, j'aime bien toi Habibi, mais j'aimerais bien l'avoir en doré. Ah, ok, bonne idée. En fait, tiens, j'aimerais bien Ok, bonne idée. Et en fait, je me suis retrouvée à me lancer dans plein de choses différentes. Donc là, j'ai essayé de restructurer un peu plus, de partir dans des modèles plus fixes. Mais il y a eu au moins, oui, 4-5 nouvelles sorties avec des nouveaux modèles. Et puis aussi, au bout d'un moment, il y a les best-sellers. Il y en a qui sortent très bien, beaucoup plus que Il y en a d'autres. qui restent. Il y en a qui restent, ouais, ouais, il y a les... C'est quoi les modèles qui marchent le mieux Euh, et ceux que tu aimes le mieux? Moi, ceux que j'aime le mieux, c'est pas évident parce que moi, je les aime tous un peu, forcément, parce que c'est moi qui les ai faits. Mais il y en a, c'est vrai que je porte. Ce qui est drôle, c'est que ceux que j'aime le mieux, c'est souvent ceux qui marchent le moins. Je sais pas pourquoi. Moi, il y en a un où, en fait, j'avais écrit tous
les lieux que j'aimais bien ici, avec Hassan, Café Mort, et Zoudaya. Et celui-là, c'est celui que je porte le plus. Et je crois que c'est vraiment pas ma meilleure vente. Mais par contre, celui qui marche le mieux, c'est un homme donc, que j'appelle le Sidi Talbouche, parce que c'est un homme barbu avec son talbouche sur la tête. C'est clairement le préféré. Et le Habibi avec le cœur, c'est ceux que les gens préfèrent, ouais. Les plus typiques, on va dire. Et là, tu as sorti une nouvelle saison récemment ou... Oui, ouais, j'ai sorti une nouvelle saison. Le Yalla ici. En fait, j'ai essayé de tester d'autres techniques. Alors moi, j'étais beaucoup sur la broderie, c'est ce qui faisait la différence. Donc j'ai gardé des modèles de broderie. Et après, j'ai un peu étoffé. J'ai fait de la sérigraphie, donc du marquage. Puis je me suis éclatée parce que pendant qu'on y est, autant s'amuser, hein. Donc j'ai testé, j'ai fait des sérigraphies un peu spécifiques avec des choses en relief et tout. Après, si tu veux, on ira voir les modèles. Donc on envoie avec des talbouches, avec différentes couleurs. Non, j'essayais d'autres choses en fait. Et je suis contente quand j'ai des feedbacks. Les gens me disent que ça leur plaît. J'essaie de rester dans une gamme de prix aussi correcte. Ça, c'était très important pour moi. Alors, au-delà du fait que je suis dans le marketing, mais en fait, quand j'ai voulu prendre des choses de créateurs, en fait, on passe de tout au tout. Soit en Médina, on a de la chance, enfin, entre guillemets, ça coûte très peu cher. Et on arrive sur des créateurs où le prix, il est exponentiel. Du coup, moi, je voulais juste quelque chose tranquille parce que alors, j'en vis pas du tout, hein, c'est un passe-temps, mais je voulais quelque chose, un souvenir, soit qu'on ramène, quelque chose qu'on est fier de porter, mais à un prix normal, en fait, enfin, au milieu de gamme, quoi. Tu Voilà. peux nous dire les prix? Oui, les t-shirts sont à 350 dirhams. Et du coup, pour moi, c'était Unisex important. alors, hein? Oui, unisex, ouais, c'est ça. J'ai fait un sweat aussi. Là, il est à 545 dirhams. Mais vraiment, l'objectif, c'était de rentabiliser, moi, mes Les achats. frais, ouais. Voilà. Après, il y a les commissions du concept store, donc de les rajouter. Et puis, j'ai une toute petite part pour réinvestir dans une prochaine collection. Mais en fait, mon business model est très simple. Dès que j'ai tout vendu, avec l'argent, je rachète en fait et je recommence une nouvelle collection. Voilà, c'est vraiment, c'est aussi pour avoir quelque chose de concret. Parce que comme je travaille, j'ai fait donc des grosses entreprises où là je fais du consulting. On est beaucoup dans l'intellect et finalement très peu dans le produit. Et en fait, quand je suis là-bas avec les nanas qui travaillent sur la broderie ou la sérigraphie, on est dans l'échange, on touche le produit, je teste les fils de couleurs, je fais des essais. Ensuite, je sais pas, je les mets dans les concept stores. Enfin, il y a un côté très palpable, concret. Et ça me permet de passer de tout ce que j'ai imaginé stratégiquement ou tout ce que je fais au quotidien à quelque chose de très clair. En fait, j'ai tant de produits, je les ai vendus tant. Enfin, ça me ramène aussi sur Terre, en fait. C'est pour ça que je trouvais que les deux activités allaient bien ensemble. Et comment tu vois l'évolution de ce projet? Alors, en fait, j'avais des grandes ambitions. Alors, je dis j'avais, parce que non, j'aimerais en fait que ça soit plus large. J'aimerais vraiment que il y ait d'autres concept stores qui les vendent, que ça parle à plus de gens en fait. Mais au-delà d'une simple marque, moi c'est plutôt l'état d'esprit qui m'intéresse. Donc c'est pour ça que aujourd'hui en fait là le projet il prend une autre ampleur. C'est-à-dire que bon des t-shirts, voilà, mon objectif c'est pas forcément de faire du vêtement pour du vêtement. C'était vraiment de monter un projet qui soit plus grand, parce que comme je disais quand je suis arrivée au Maroc. J'avais beaucoup d'ambition, je voulais avoir un réel impact. Et en fait, là, j'ai envie de travailler sur un autre projet qui est plutôt, ça s'appelle Impact Collectif. C'est de créer un vrai collectif qui veut avoir un impact qui soit sociétal, environnemental, mais qui veut faire avancer les choses, en fait. Donc, il y a les t-shirts, c'est une chose, parce que voilà, on revendique aussi une identité marocaine, même si je suis française, hein, mais je travaille que avec des Marocains, donc il y a une volonté de mettre en avant aussi un savoir-faire, et j'apporte ma compétence pour ça. Et après, tu vois, pour aller plus loin, moi, j'ai envie de proposer des actions concrètes sociales ici qui vont parler au plus grand nombre de gens, quoi. J'ai envie de créer un mouvement. Au départ, je voulais créer une agence communication marketing ici.
Et en fait, de pouvoir proposer dans le budget RSE des entreprises, qu'elles soient français, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, toutes les entreprises françaises commencent à avoir un budget donc, de responsabilité sociale des entreprises, d'allouer une partie de ce budget-là à des actions en fait, sociétales au Maroc. En ayant travaillé ici dans des entreprises marocaines, et en ayant fait des actions sociales, justement, je voulais proposer donc des actions, enfin de prendre une partie de ce budget-là pour pouvoir mener une action concrète au Maroc. Alors ça va de choses très variées, hein. Ça peut être nettoyer les plages, tu vois, avoir un impact environnemental. Ça peut être de pouvoir aider, par exemple, de sensibiliser dans les écoles, tu vois, par exemple à l'alimentation. On fait du dépistage de diabète parce qu'il y a un gros besoin dans ce sens. C'est une catastrophe. Ouais. Ouais, vraiment. Mais apprendre l'alimentation, tu vois, nous, c'est des choses en France, ça fait longtemps qu'on entend le manger, bouger, ça fait très longtemps que c'est à la télé. Au Maroc, il y a encore de la sensibilisation à faire. Trop de sucre ici. En fait, on est passé d'une alimentation extrêmement saine C'est ça. à un boom de fast-food avec l'influence des États-Unis. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire, très jeune, à tous les niveaux. Et puis, bah, il y a toutes les questions de la place de la femme aussi, l'entrepreneuriat pour les jeunes. En fait, il y a plein de questions aujourd'hui sociétales et environnementales qui sont vraiment importantes d'être traitées. Maintenant, là où j'ai été déçue, mais c'est mon expérience, hein, c'est que quand je me suis approchée d'associations, il y a on parle beaucoup, beaucoup de communiqués, beaucoup d'échanges, mais j'ai trouvé peu d'actions. Et c'est pour ça que dans les entreprises où j'ai travaillé, on a mis en place des actions concrètes, mais on n'en parle pas beaucoup. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas le lien entre ce budget qui est alloué, qui existe, qui est possible, et plutôt que de communiquer sur des 4 par 3, comme je faisais avec des budgets médias incroyables, on n'alloue pas une petite partie pour des budgets sociaux, en fait. Et justement, on communique dessus, au même titre que ce qui est fait en France aujourd'hui, en fait. Et en Maroc, il y a vraiment un terrain pour ça, hein. Donc voilà, l'objectif là que j'essaye de structurer avec Impact Collectif, c'est de créer à la fois un mouvement clair en fait de gens qui ont envie d'avoir un impact sur leurs actions, en fait, tout simplement. Et en même temps, un côté plutôt structurel d'une agence qui propose des opérations concrètes pour pouvoir faire avancer, d'un point de vue environnemental, sociétal, le Maroc, en fait. Donc ça, c'est ton gros projet actuel. Ouais. Et c'est pour ça que même les t-shirts, j'ai envie que ça dépasse juste ça, qu'on aille plus dans un état d'esprit différent. Et comment est-ce qu'on peut te contacter? Donc, je vais mettre dans la description les points de vente déjà, Oui, avec plaisir. l'Instagram. Ouais. Et est-ce qu'il y a un moyen de te contacter? Tu as pensé faire un site ou quelque chose? Oui, alors en fait, donc c'est en cours. Donc c'est impactcollectif.com, tout simplement. Le site, l'Instagram, donc c'est Impact Collectif Maroc. Et en fait, on démarre aussi toute une campagne, un petit peu un mouvement, en fait, justement, où on va un peu interroger les gens avec tufaiskoi-toi.com. On dit bah, justement, qu'est-ce que tu fais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire, en fait, comment tu apportes ta pierre à l'édifice. Donc voilà. Et puis pour les t-shirts, c'est Yalla from the Blade, donc au niveau de l'Instagram. Et après, voilà, tout ça se construit. Mais par contre, toute initiative et toute envie de faire partie de ce mouvement-là est le bienvenu. Donc justement, Mahba, moi je cherche vraiment comment dire, à fédérer des compétences autour de gens qui ont envie d'essayer des choses. Parce que j'en entends beaucoup, hein. Ouais, plein de gens qui me disent ah mais attends, mais moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Je dis, eh, si on le faisait tous ensemble, en fait, ce serait top. Top. Ben, on met tout dans la description. Ouais. Et quels seraient tes conseils pour les entrepreneurs qui veulent s'installer au Maroc? Lâcher prise. Lâcher prise à fond. Euh, Parce que tout se fait à un moment ou l'autre. Si ça se fait pas, c'est que c'est pas le bon moment. Mais ça va arriver, c'est sûr. Ne pas avoir de préjugés. C'est-à-dire que, enfin, c'est facile à dire, mais en vrai, ce qu'on peut prendre comme un rejet, ou voilà, c'est pas forcément le cas. Quelquefois, culturellement, il y a des choses qu'on n'a pas compris ou qu'on a mal interprétées. Et il faut pas le prendre pour soi et se dire, ok, en fait, revenir à la charge d'une autre manière, en fait, tout simplement. Et voilà, et pas lâcher l'affaire. Par contre, faut pas lâcher. Faut être endurant. Mais franchement, tout arrive, tout arrive. Mais je pense que l'entrepreneur, il doit pas lâcher, continuer et se faire des contacts, rencontrer des gens,
avec beaucoup d'indulgence, se dire voilà comment est-ce que les gens ils évoluent, comment est-ce que toi t'as fait. Moi je fais ça souvent. Enfin, je sais pas comment je vais sortir mon projet. Je parle avec plein de gens. Ah toi t'as fait ça comme ça. Ah cool. Et toi t'as fait ça. Ok. Et comment tu fais quand t'es bloqué là. Ok. En fait on va trouver une solution. Il faut rester ouvert et vraiment prendre le feedback. Ça va se faire. Ça va arriver. Il faut tenir bon. Ah, merci. Merci beaucoup à toi. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors? Je dirais pas de la réussite, c'est dommage, mais encore de vivre plein d'expériences en fait, de continuer mon Sur petit ta bonhomme de lancée, ouais. chemin. Voilà, c'est ça, expérimenter, à apprendre surtout, à apprendre beaucoup et à faire plein de rencontres qui me font grandir comme ça. Bah, merci pour ce moment, c'était un plaisir de te rencontrer, découvrir ton histoire. Bah, écoute, c'était un Et plaisir pour moi aussi. bah, longue vie à tes projets et on reste en contact. Avec plaisir, merci Merci. beaucoup.